Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. Nous étions nombreux à penser que les images atroces du lynchage de Kadhafi par la foule allaient frapper de terreur les despotes arabes, mais aussi les prétendants à des trônes illégitimes et les dissuader définitivement de s'imposer à leurs peuples respectifs par la terreur, la fraude électorale et la force brutale. Nous pensions que ce lynchage d'un autre âge, diffusé par les télés du monde entier, allait être la pierre d'achoppement d'une nouvelle ère pour nos peuples. Nous pensions que c'était là le glas d'une époque révolue, que nos pays allaient accéder à une ère nouvelle, toute de démocratie, de transparence, où la seule légitimité ne serait plus que celle des urnes transparentes. Nous avons été bien naïfs. Notre jugement de la situation était erroné. Nous n'avons pas tenu compte de l'environnement politique, de l'influence de forces décisives qui traitent les aspirations des peuples par-dessus la jambe. Nous avons manqué de discernement. Les maîtres du monde, vraisemblablement pris de court par le printemps de jasmin, n'ont pas tardé à se ressaisir, à reprendre des rênes qui leur avaient échappé. Il ne fallut pas longtemps pour qu'ils transforment le printemps en cauchemar. Il ne fallut pas longtemps pour faire de Bachar un rempart de la civilisation contre la barbarie islamiste, qu'il avait lui-même mise sur rail par ailleurs. Il ne fallut pas longtemps pour évincer le président égyptien, le seul chef d'État arabe démocratiquement élu dans les seules véritables élections démocratiques de l'histoire de nos peuples. Tout cela se fit sous l'œil impavide des démocraties occidentales, qui surent accommoder leur condamnation de pure forme à leur soutien très concret, celui-là, au maréchal putschiste. Pis encore, ces démocraties et leurs alliés de la région firent tenter plus pour ouvrir une voie royale au nouveau pharaon. Et ainsi, pendant que des centaines de condamnations à mort furent prononcées contre des citoyens égyptiens qui n'ont fait que revendiquer le retour à la légitimité, une grossière parodie d'élection fut organisée avec la complicité honteuse d'une pseudo-intelligentsia égyptienne, d'une presse aux ordres, de politicards de tout poil qui se pâment d'admiration devant le nouveau maître. Dans un dernier sursaut de dignité, le peuple égyptien tenta une ultime résistance, en s'abstenant massivement de se rendre au bureau de vote. Cela ne dissuada pas pour autant le nouveau régime. Une pluie de menaces et d'invectives s'abattit contre les dizaines de millions de récalcitrants, jusqu'à brandir celle de faire payer une amende de 500 guinées égyptiennes à quiconque ne voterait pas. Une fortune pour l'immense majorité des Égyptiens. Les bureaux de vote furent réduits de 54 000 à 14 000 pour donner l'illusion d'une affluence qui n'eut pas lieu finalement. Une journée supplémentaire fut décidée pour ratisser plus d'électeurs. Ils ont rajouté tout simplement une journée aux 2 jours de vote. Les chiffres finirent par tomber néanmoins. Un plébiscite. Sisi a été élu à 93,4%. Le taux de participation, pourtant laborieusement gonflé, n'a été que de 47%. Retour donc à la case départ pour l'Égypte. Retour au despotisme, à la corruption, au fait du prince, à l'injustice, à la trahison et à toutes les turpitudes qui distinguent depuis toujours le monde arabe. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de faire un constat. Avec le président Morsi, quelles qu'étaient ses erreurs tactiques? La démonstration a été faite avec éclat qu'islamisme et démocratie peuvent s'harmoniser, que des islamistes peuvent être des démocrates. L'Égypte avait commencé à entrer dans la même vision politique que la Turquie islamique, mais moderne. Son élan, qui était devenu une grande menace pour les Saoudiens, fut fauché avec un acharnement qui laisse imaginer toute l'épouvante de régime pour qui démocratie est synonyme de péril. Et c'est ainsi
contrairement à l'idée communément répandue, très largement relayée par une presse tenue en laisse, que des embusqués comme Sisi, qui disent vouloir combattre l'obscurantisme, font abattre sur leur peuple la 9e plaie d'Égypte, celle des ténèbres, celle du véritable obscurantisme, celui qui ne peut s'accommoder de la lumière démocratique. Pour aujourd'hui, nous vous proposons 3 titres de presse. Le Huffington Post, Égypte, le maréchal Sisi obtient une victoire écrasante en remportant 96% des voix. Le Monde diplomatique, Le Monde, Égypte, une écrasante et prévisible victoire du maréchal Sisi. Et enfin, le site Africom, Égypte, sans surprise, Sisi élu président avec 93,4% des voix. Vous aurez remarqué que les chiffres ne sont pas les mêmes. Avec nous, pour discuter de ces élections, Sadr Sillam, historien, auteur de plusieurs ouvrages, et Jamil Ziri, documentaliste. Mais commençons d'abord par voir ensemble cette vidéo où des journalistes menacent ouvertement les abstentionnistes. Vidéo s'il vous plaît. اخواننا اللي قاعدين في البيوت انتوا قاعدين ليه؟ ما تلبس يا سيدي وتنزل تدي صوتك. اسمع، ما فيش مد يوم ثالث. ادي نمره 1. ما فيش حاجه اسمها اشاعه تقول لي انا بقول رساله للشعب بعد اذنكم. اتفضل يا فندم. علشان الكلام ده بقى كلام فاضي، احنا النسبه اللي قالها الدكتور مجدي 11 و17، لا احنا عاوزين 30 مليون 40 مليون. ناس كتير جدا كانت متخيله على الاقبال الشديد على صناديق الانتخاب في اول يوم، ولكن اول يوم عدى بدون يعني الخطوه او الخبطه اللي احنا منتظرينها، الخضه اللي احنا مستنيينها. حاله ابوس ايديكم يا مصريين، انزلوا علشان البلد، اطلعوا بيها. وانا بقولها البلد دي هتدخل في مشاكل كبيره جدا اذا ما جبناش النسبه القويه اللي تخلي اللي بره وخونه الداخل يتلموا. البلد دي هتدخل في مشاكل كبيره، والشعب المصري يتحمل مسؤوليته من الان. يتحمل الشعب المصري مسؤوليته من الان، ويتحمل شباب مصر مسؤوليته من الان، ويتحمل اي حد مسؤوليته من الان. دي واحد. ده كانت البلد هتتعامل معاها بالطريقه دي، بطريقه كل واحد يلا انا قاطع، انا ماليش دعوه، يبقى ليبيا اهي جنبكم وسوريا اهي جنبكم، واي حد ما ينزلش الانتخابات انت بتدي قبله الحياه للارهابيين. هو ده 30 يونيو؟ هو ده كذا؟ انا بسال سؤال بصراحه وبوضوح. المشير لما نادى الناس في 24 يوليو انزلوا، نزل له حوالي 40 مليون. ايه اللي باقي لك كمواطن؟ انك تنزل؟ انزل، ده مستقبلك. لا تضع صوتك مع الشياطين، ما تحبس صوتك مع الشياطين، الشياطين اللي بتدفع، الشياطين اللي بتلعب في نافوخك، الشياطين. ايه هو؟ دي بلدك، انزل. اذا كان الاجانب قالوا انك انت متاح لك احسن مناخ ممكن، ليه ما نزلش قرار ال 500 جنيه؟ شياطين. Sadr Sillam, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Bonjour Sadr Sillam. Alors, nous avons vu ce qui s'est passé pendant les élections présidentielles en Algérie. Nous avons vu ce qui s'est passé en Égypte. Nous allons voir dans quelques jours ce qui va se passer pour les élections en Syrie. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils peuvent aussi facilement aller à l'encontre de la volonté des peuples? Dans le cas de l'Égypte, il s'agit d'une véritable contre-révolution. Oui. Où quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Si on a suivi depuis le push de Sisi les événements, il n'y a pas de quoi être étonné par cette mascarade électorale. Les commentateurs de télévision qui ont été placés par l'armée après l'éviction de leurs prédécesseurs se permettaient de parler des terroristes du Hamas et de l'agression du Hamas palestinien contre Israël quand ils parlaient de la guerre de Gaza de janvier 2009. Donc ça donne déjà le ton. Oui. Et ensuite, c'est des gens qui parlent de laïcité, de modernité, mais ils n'hésitent pas à actionner des religieux de service. Oui. Comme le mufti d'Égypte, le cheikh Goma, oui. qui a manipulé un hadith pour dire qu'il est licite de tuer un frère musulman. Pour celui qui a dit Adrab fil Milyan,
tiré dans le tas. Oui, là, il a vulgarisé Oui. pour que le peuple le comprenne, mais il a manipulé un hadith. Oui. Il a été contesté par tous les religieux qui savent raison garder. Oui. Le pape Shenouda a été sollicité pour apporter une caution plus ou moins spirituelle à un coup de force. Exactement. Donc, au moment des printemps arabes, on a eu une période d'optimisme, mais le réalisme amenait à sous-peser, à évaluer les possibilités d'évoluer vers une véritable démocratisation. Donc ça conduisait à étudier l'évolution des deux grandes forces dans tous les pays arabes. C'est d'un côté l'armée, de l'autre les islamistes. Oui. Et le succès était tributaire de l'évolution vers la démocratie de ces deux forces. Or, l'expérience a montré que les islamistes qui s'engageaient au nom du Amr bil Ma'rouf et Nahy al-Munkar avaient de sérieuses chances de devenir des musulmans démocrates. Oui. Mais un officier, un général qui fait un coup de force uniquement parce que les élections ont des résultats déplaisants pour lui, c'est un antidémocrate qui ne peut pas évoluer vers la démocratie. Oui. Et donc, si nous vivons cette contre-révolution, c'est par la faute de ces forces qui se cramponnent au pouvoir et qui bénéficient de l'environnement régional. Vous avez des monarchies qui sont contre toute démocratisation. Mais oui, évidemment. Oui. Il n'y a que même les gens du Fils en 91-92 se sont trompés sur la véritable position de l'Arabie Saoudite, qui était contre l'arrivée au pouvoir par les urnes des islamites que par ailleurs ils finançaient par des miettes. Oui. Et que pensez-vous avec l'aval des Américains aussi. Que pensez-vous de l'alignement des salafistes égyptiens avec Sisi? Est-ce que ça peut s'expliquer seulement par le soutien, les consignes de l'Arabie Saoudite? Oui, le parti Nour est très dépendant de l'Arabie Saoudite. Oui. Et donc, le parti Nour, il fait des fatwas antidémocratiques comme d'autres salafistes, mais il sert de force d'appoint et de caution plus ou moins spirituelle à de véritables forces putschistes et antidémocratiques qui reviennent à une pratique du pouvoir pire que celle de Moubarak. Oui. Il y avait quelques tentatives velléités de sauver les apparences du temps de la dictature de Moubarak, mais aujourd'hui, non. À partir du moment où il y a l'opinion internationale est très passive, et notamment les Américains ont une attitude assez équivoque. Et tout l'Occident, de manière générale, se méfie des pouvoirs qui ont la légitimité des urnes, parce qu'ils préfèrent les pouvoirs qui lui achètent des armes destinées à lutter contre les peuples. Je m'arrête un instant. Mieux aux exportateurs d'armements occidentaux. Je m'arrête à cette remarque que je trouve très pertinente et très intéressante. Donc l'Occident, qui nous déclame ses professions de foi démocrates, mais qui n'en développe pas moins deux poids deux mesures en fonction de ses intérêts, il serait donc opposé à toute démocratisation de ces régimes despotiques, d'une démocratisation qui se ferait par les urnes. C'est bien ce que vous nous dites. C'est l'impression qu'il donne, parce qu'il est trop attaché à ses intérêts. Et il faut revenir à 1992, quand le commandant Jalloud a salué la victoire du Fils en Algérie, et il a eu cette prédiction en disant si les pays arabes organisent des élections libres, ce sont ces partis, ces formations qui gagneraient. Oui. Et le commandant Jalloud a été mis en résidence surveillée par Kadhafi. À cause de ça? À cause de cette déclaration? Oui, poursuivez, je vous en prie. Et donc l'Occident est aussi persuadé que Jalloud que ce sont les islamistes qui gagneraient les élections, et des islamistes intelligents, quand ils gagnent les élections, acceptent de devenir des démocrates. Ils acceptent l'alternance, les droits de l'homme, les droits de la femme, etc. Oui. C'est le contenu du contrat de Rome là, qui a suscité les délires en Algérie chez les éradicateurs. Oui.
Et donc l'Occident sait que s'il y a des élections, ce sont des islamistes qui gagneraient. L'Occident a peur d'une internationale islamiste qui gouvernerait dans un grand nombre de pays musulmans, et il a peur d'avoir affaire à un bloc. Il préfère diviser pour régner, avoir affaire à des petits États, en entretenant les rivalités entre elles pour maintenir ses intérêts dans la région. Mais Sadr C'est la raison Sedlem, pour laquelle je pense qu'aucun pays occidental n'est vraiment, enfin, malgré les rhétoriques des communiqués, n'est vraiment favorable à l'arrivée des islamistes au pouvoir. mais le problème qu'on a du mal à comprendre un peu, c'est que cet Occident, ces démocraties occidentales que je mets toujours entre guillemets, qui nous agitent à tout le temps cet épouvantail islamiste, terroriste, ils savent pourtant qu'en confinant ces mouvements islamistes à la violence, parce qu'ils les confinent à la violence lorsqu'ils leur refusent des victoires qu'ils emportent par les urnes. Donc ils leur laissent une seule alternative, c'est celle de la violence. Alors on ne comprend plus cet Occident qui d'un côté hurle au terrorisme et qui de l'autre pousse les islamistes qui cherchent à s'imposer par la légitimité populaire, il les pousse à la violence. Les islamistes radicaux là, qui ont recours à la violence, et qu'un pays comme la France peut combattre pour des raisons liées à la volonté de remédier à la crise économique par des ventes d'armes et par des opérations qu'on demande à l'Union européenne de financer par la suite. C'est courant, si les islamistes gagnent les élections, s'ils arrivent au pouvoir, ce sont ces pouvoirs-là qui peuvent les convaincre de renoncer à la violence. Oui, oui. Et on l'a vu avec Sisi. Sisi a réussi à avoir des médiations, des contacts avec le Hamas palestinien et d'autres groupements. Or, l'Occident, visiblement, n'est pas favorable à cette option. Oui. Il préfère revenir au slogan des années 90, la menace terroriste, qui justifie des interventions militaires, comme dans le cas de la France en Afrique. Or, la France est en train de s'enliser, et les dernières tractations consistent à convaincre l'Algérie d'intervenir en Afrique. Puisque dans la nouvelle constitution là, qui est à l'étude, on voudrait que soit supprimé l'article concernant la non-intervention de l'Algérie dans le voisinage. Restez avec nous, Sadr Sedlem, restez avec nous, je reviens à vous dans un petit instant. Jamil Ziri, vous êtes avec nous? Oui, oui, bien sûr. Merci Jamil d'avoir accepté notre invitation. Alors, ces élections égyptiennes, vous vous attendiez à un tel chiffre après l'abstention record qui a été observée par de nombreux journalistes présents sur le terrain? Évidemment, c'est une abstention record, tout simplement parce que l'illégitimité de général Sisi, surtout le fait qu'il a annoncé un programme très hostile. Il a présenté ses priorités par les grandes lignes, lutter contre l'insurrection islamiste qu'il a lui-même provoquée, relancer l'économie par le tourisme qui peine à voir le jour, et l'arrivée de nouveaux investisseurs. Mais il a également insisté sur la nécessité d'une austérité et demander à la population de se préparer à des sacrifices dans un pays de 85 millions d'habitants, dont une partie connaît la pauvreté. Et donc les gens, de ce point de vue, le programme de Sisi n'était ni convaincant, ni dissuasif. Il était simplement des alertes, et on a vu à travers la vidéo que vous avez présentée, le même réflexe qu'on a eu les éradicateurs en Algérie après le coup d'État de 92, c'est-à-dire la menace, les gens qui ne votent pas sont des ennemis, c'est des traîtres, comme on a vu aussi pour les accords de Saint-Egidio. Le problème, c'est que Sisi ne peut pas instaurer une démocratie sans l'apport de l'Arabie Saoudite, l'Émirat Arabe Unis et le Koweït, qui ont versé au lendemain du coup d'État quasiment 11 milliards de dollars. Mais Jamil, des petites rallonges qui sont allées jusqu'à 18 milliards. L'alerte que Sisi a lancée dans ce programme, c'est qu'il sait très bien qu'on va rentrer dans une phase très difficile.
Et tout à l'heure, votre interlocuteur vous a parlé sur le rôle de l'Occident. Il faut pas se leurrer. L'Occident démocratique, pour lui, il n'a pas d'intérêt permanent. Il n'a pas d'amis permanents, pardon. Il a des intérêts permanents. Oui. Et l'objectif de faire mater les islamistes ou de les acculer à la violence consiste à transformer la doctrine militaire de ces pays. On a vu l'Algérie que l'armée algérienne est devenue quasiment une armée auxiliaire dans la stratégie sécuritaire des États-Unis. Et actuellement, elle va en s'empilant aussi avec la France. L'armée algérienne, elle a négocié directement avec les Français en Mali. Maintenant, on lui demande de jouer un rôle en Libye. Elle va le faire en changeant un petit peu les articles de la Constitution. Et puis, elle va devenir une armée qui... Mais concernant les Égyptiens, Jamil, concernant les Égyptiens, particulièrement les frères musulmans, vous savez, ils ont été carrément laminés. Plus de 1400 manifestants pro-Morsi assassinés dans la rue, enfin péris sous les balles des militaires et des policiers, plus de 15 000 frères musulmans emprisonnés, des centaines de condamnations à mort, une pression policière incroyable. Vous pensez qu'ils auront encore la capacité de pouvoir résister? Écoutez, ils ont une expérience, contrairement aux islamistes algériens, ils ont une expérience puisqu'ils ont vu la répression de Nasser, après de Sadat, après de Moubarak. Ils ont une forte activité clandestine, une expérience aussi. Ils ont des réseaux parce que les frères musulmans ne sont pas qu'en Égypte, ils sont un peu partout dans le monde. Mais la stratégie de Sisi, c'est de les acculer à la violence. C'est qu'en plus, ils ne tombent pas dans le panneau. Sachant que Sisi reste toujours un mystérieux personnage, puisqu'il était aux États-Unis en formation, il a fait un mémoire de travail où il a décliné une thèse où il disait que vaut mieux laisser les islamistes prendre le pouvoir et puis l'armée, elle doit être forte pour leur imposer, leur forcer la main de le restituer dans un jeu démocratique. Et à travers cette thèse qu'il a développée aux États-Unis, elle est toujours devant moi, c'est sur cette base-là que Morsi l'a choisi en tant que ministre de la Défense. C'est pour ça que les États-Unis lui ont proposé de le mettre en tant que ministre de la Défense. Et c'est sous prétexte que les islamistes, malheureusement, qui n'ont pas la culture de la gestion des affaires de l'État, et ils l'ont choisi sur des critères beaucoup plus religieux, puisqu'on l'a présenté comme un homme pieux. Comme Boumediene, il était à Oujda, hein, donc il a caché tout son jeu. Et puis, il s'est révélé un monstre assoiffé de pouvoir, ivre de pouvoir. Il s'est autoproclamé maréchal. Et juste après le coup d'État, si vous vous souvenez, il s'est engagé. Il a dit « Oqsim billah al-aliyyul azim ». Il l'a dit 3 fois. Que j'ai aucune ambition politique et je ne veux pas devenir président. Je veux servir mon pays. Et on a vu, il se présente un accablant désaveu, puisque lui, dans le dernier discours, il a dit que je vais battre le record de Morsi, c'est-à-dire à 52% de taux de participation. C'est quelque chose qui n'a pas réussi à l'avoir. L'abstentionnisme est attribué à un mélange d'indifférence politique et d'opposition à revoir un militaire au pouvoir. Restez avec nous, Jamil. Sadr Sillam, dans des élections vraiment transparentes qui ont porté Morsi au pouvoir, où les chiffres ne font aucun doute, hein, y compris de la part de ses adversaires, le taux de participation a été de 51, presque 52%. Celui de Sisi, largement gonflé, malgré la menace d'une forte amende, malgré la prolongation du temps de vote de toute une journée, n'est que d'environ 47%. N'est-ce pas là un puissant désaveu? Sisi va-t-il pouvoir faire avec ça? À partir du moment où il y a eu un parjure de Sisi qui a juré sur le Coran et puis qui a oublié son serment, les Égyptiens, qui sont un peuple très religieux, ne le croient plus. Oui. Et c'est comme en Algérie. En Algérie, pourquoi vous avez un taux de participation très faible? Moi, j'ai discuté avec des gens
qui ne sont pas des islamistes du tout. J'étais au moment des élections municipales là-bas, j'ai dit à un ingénieur très moderniste, qui c'est qui a gagné dans votre localité, là, vers Al-Haras, il me dit, moi je ne suis plus des élections, et je ne crois plus à leurs élections depuis qu'ils ont interrompu celles de 92. Et il reflète le point de vue de l'Algérie des profondeurs. C'est la même chose qui se passe en Égypte. Oui. À partir du moment où il y a Maldon, où on trouve le mauvaise foi et le mensonge, les gens se désintéressent de la politique. Oui. Sauf que dans le cas de l'Égypte, c'est assez dangereux parce que les frères musulmans, c'est une structure qui n'a pas pu être démantelée comme le fils algérien. Et c'est une structure qui reste, même dans la clandestinité, assez puissante. Et si une partie de cette structure décide de passer à la violence, ça sera une situation incontrôlable. Mais un pouvoir comme Sisi va tirer profit de cette dégradation en demandant un peu plus d'aide de ces maîtres occidentaux pour dire, moi je vais être la sentinelle contre le terrorisme, comme d'autres s'étaient fait accepter par l'Union européenne en disant nous sommes la sentinelle contre l'immigration clandestine. Oui, voilà. Aujourd'hui, économiquement, les pays arabes sont la sentinelle de l'Union européenne et de l'Occident contre la Chine, économiquement. Il ne faut pas oublier que à la demande de l'Union européenne, les pays du Maghreb refusent à la Chine des plateformes pour des usines de montage parce qu'ils ont peur que ça envahisse le marché. Oui, les Chinois, c'est bon marché. Oui. Et, si vous voulez, alors que l'intérêt économique des pays du Maghreb, c'est de se concerter avec. Absolument, mais comme ils choisissent de consulter Bruxelles à chaque proposition de la Chine. Donc c'est des pouvoirs néocoloniaux. Et à partir du moment où ils font ces choix-là, les transactions d'armement, une suggestion économique, c'est des gens qui n'ont pas besoin de la légitimité populaire, puisque l'Occident a intérêt à les maintenir en place. Ce sont des acheteurs d'armes, y compris des armes de maintien de l'ordre. Surtout des armes. Pour les frontières. Oui, oui. C'est des armes destinées à combattre leur propre peuple. Absolument. Par ces régimes-là. Absolument. Sadr Sedlem, je vous remercie. On a une société qui s'appelle la Sofrénie, qui dépend du ministère de l'Intérieur et c'est celle avec laquelle Al-Loumari proposait des matériels modernes à Ben Ali. Oui, oui, bon, or, les chiffres d'affaires de la Sofrénie n'ont rien à envier à celle du ministère de la Défense. Sadr Sedlem, je vous remercie. J'espère vous revoir bientôt sur Al Magharibiya. Jamil Dziri, si notre émission arrive à sa fin, vous avez donc un peu moins d'une minute. Dites-nous ce que vous imaginez pour l'avenir de l'Égypte. Écoutez, l'avenir de l'Égypte, elle est l'Égypte pour les Occidentaux, notamment pour les Américains, parce que j'ai vu hier Obama sur CNN qui disait que l'Égypte est un partenaire stratégique dans la lutte pour la stabilité de la région, parce que pour les Américains, c'est la stabilité d'abord. N'oublions pas que l'Égypte est le pays le plus démographique dans le monde arabe et qui est limitrophe avec Israël et qui a des accords avec Israël, avec la Jordanie. Et donc, pour les Américains, c'est sa stabilité. Mais je vois pas bien dans les 10 prochaines années, ou plutôt 2, 3, 4, 5 ans maximum, une stabilité de l'Égypte. Sauf si on accepte chaque année des titres comme le Rab'a al-Adawiya, où on a vu des massacres à ciel ouvert. Je crois que Sisi, il va gouverner. Il n'aura pas un autre pouvoir qu'un pouvoir despotique, répressif, et on verra après comment ça va se décompter, parce que la stratégie israélienne dans la région, c'est d'affaiblir les pays qui peuvent la menacer militairement. On a vu avec l'Irak, c'est classé. La Syrie, elle a perdu quasiment 60% de ses capacités défensives. Et puis, il lui reste l'Égypte, 80 millions d'habitants, quand même une armée assez lourde. Et donc, c'est
le grand gagnant dans cette politique-là, c'est les États-Unis et Israël, bien évidemment, mais le grand perdant, c'est le peuple égyptien. Jamil Zili, merci beaucoup. Cette émission est maintenant terminée. Je vous dis à demain. Salam alaikum. Azul Fillaoun.